Bien, je suis ravi d'accueillir dans l'Hôtel de l'Industrie le sommet de l'entreprise responsable. Je suis le président de la société d'encouragement pour l'industrie nationale qui est propriétaire de cet endroit. J'ai envie de vous expliquer pourquoi ça fait sens d'avoir choisi cet endroit. Cette association elle a été créée il y a 220 ans. 220 ans, à l'automne prochain, par Bonaparte, sous l'impulsion de Bonaparte, de Napoléon, mais sous l'impulsion également de toute la société civile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, il y a une révolution industrielle qui est en train de se passer, il faut que l'ensemble de la société, les scientifiques, les chercheurs, les fonctionnaires, les hommes politiques, ils sont mis autour d'une table et se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour justement faire passer l'innovation, et puis faire passer l'innovation à Paris, mais surtout dans les territoires et également au niveau européen. Et 220 ans après, ça existe toujours. Alors les choses ont changé. En 1801, on parlait, il y avait un potentiel blocus entre la France et l'Angleterre. Ici, il y a des sujets aussi géopolitiques, mais fondamentalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé deux choses. À la fois l'encouragement à des entrepreneurs, avoir des chefs d'entreprise qui soient responsables, qui soient impliqués. Et la deuxième chose, c'est l'innovation. Et on a sorti un bulletin pendant 220 ans avec toutes les innovations qui étaient reportées. Voilà. Et puis on a remis des prix pour encourager les entrepreneurs. Et aujourd'hui, rien n'a changé quelque part. Si ce n'est que l'État a plus d'importance, peut-être qu'il en avait en 1801, mais quand je vais voir les entrepreneurs, quand je vais voir les collectivités locales en province, par exemple, ils me disent, nous, on est engagés dans notre territoire. Si on ne s'engage pas, il ne se passera rien. Hein, on préfère que l'État ne nous embête pas trop en termes de réglementation et on s'engage à créer des emplois, à créer des filières industrielles dans notre pays. Donc s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est le message de l'engagement, c'est l'impératif de l'innovation, l'impératif également du développement responsable, parce que c'est comme ça qu'on va attirer des jeunes et créer de la valeur. Voilà, donc je vais passer la parole à ceux qui s'engagent tous les jours. J'en connais quelques-uns. Et je vous souhaite un très bon panel et merci encore. Merci Président. Merci, on va donc lancer ce panel sur le temps de l'engagement. C'est le dernier panel de ces 2 jours du premier sommet sur la responsabilité sociétale des entreprises, de leurs partenaires et de leurs parties prenantes, pour mettre notamment les objectifs du développement durable au cœur des relations entre ces 2 continents qui ont un devenir lié, commun, l'Afrique et l'Europe. Ce panel est celui de justement l'expression des acteurs, de ceux qui font des choses sur le terrain, mettent en pratique leur vision, portent les enjeux et s'attachent justement à apporter des solutions. L'objectif, c'est de les partager le plus possible pour qu'un maximum de personnes puissent s'en inspirer et ensuite s'approprier finalement les initiatives et ces solutions de manière à ce que l'impact qui est devenu le mot-clé au regard des 10 ans qui restent pour les ODD eh bien, soit le moteur et l'objectif. Donc c'est un panel relativement simple où on va s'attacher à poser 2-3 questions pour permettre à chacun justement de partager, notamment dans un premier temps, sa vision et les initiatives qu'il porte en matière d'enjeux, de réponse aux enjeux spécifiques au développement durable. Vous pilotez tous des programmes, des initiatives, que vous soyez représentant de coalition ou membre d'entreprise. Et je vous demanderai donc en fait de vous exprimer sur ce point en n'oubliant pas de vous présenter, même s'il y a eu un petit slide d'animation qui montrait un petit peu les fonctions et organisations des uns et des autres. Et je passe la parole, comme pour l'arbre à palabres,
je passe la parole à Marie-Laure Vercambre. Merci beaucoup. Bonjour et d'abord je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Donc je suis Marie-Laure Vercambre, effectivement la directrice générale du Partenariat français pour l'eau. Partenariat français pour l'eau, qu'est-ce que c'est ? C'est une association de droit français, mais on aime surtout s'appeler une plateforme multi-acteurs. On a 200 membres. On a été créé par le ministère des Affaires étrangères et de l'Environnement parce que de retour du Forum mondial de l'eau de Mexico en 2006, ils se sont rendus compte que d'autres pays commençaient à se doter de ce genre d'étendard sectoriel pour représenter la voix du secteur de l'eau français à l'international sur ces grands enjeux. Et donc voilà, aujourd'hui on a 200 membres et on est vraiment une organisation de membres dans laquelle vous trouverez aussi bien les ministères, les agences de l'eau, le CNRS, Action contre la faim, Veolia, une start-up, on a un collège entreprise, je parlerai notamment d'eux aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que Affectio Mutendi a pensé à m'inviter aujourd'hui ? C'est parce qu'ils savent qu'on travaille beaucoup sur des objectifs de développement durable. Effectivement, c'est un cadre qu'on a fait nôtre parce que c'est devenu un langage universel. Ce sont des objectifs universels que nous avons des acteurs, des membres de tout type, mais qui ont tous effectivement décidé d'accepter ce cadre et d'essayer d'en atteindre les objectifs. On a un groupe de travail qui est dédié, et je vais vous dire 2 mots sur l'ODD 6, qui est l'ODD sur l'eau douce, parce qu'un de nos messages, c'est vraiment que si on n'atteint pas les cibles liées à l'eau douce, eh bien, on n'atteindra pas beaucoup d'ODD. Parce qu'il faut de l'eau pour les villes durables, il faut de l'eau pour l'éducation, il faut de l'eau pour la santé. Alors juste 2 mots sur l'ODD 6. L'ODD 6, il porte sur l'accès à l'eau potable, à l'assainissement. Ça, c'est les 2 premières cibles. Ensuite, la pollution de l'eau. Ensuite, la gestion rationnelle de l'eau. Ensuite, la gestion intégrée des ressources en eau, notamment au niveau transfrontalier. Il traite aussi de la participation des parties prenantes, de l'organisation de la société civile. Et quelques grands chiffres, peut-être, je ne sais pas exactement combien de temps j'ai encore pour cette intro générale, mais effectivement, 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable de manière récurrente, permanente, donc 800 millions, pas du tout, 2 milliards, voilà. 4 milliards à un assainissement durable, 80% de toutes les eaux usées sont rejetées dans l'environnement sans aucun traitement, 10 pays ont 60% de toute l'eau douce sur leur territoire, et 60% de l'eau est partagée par au moins 2 pays. Voilà quelques grands chiffres sur lesquels je reviendrai. Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Roussel, je suis représentant de Schneider Electric. J'ai l'honneur et l'avantage d'être à Casablanca depuis 18 mois pour gérer les opérations pour Schneider Electric sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, mais également de l'Afrique du Nord et les îles du monde entier. Schneider Electric est une vieille dame très engagée et très tôt dans le développement durable. Nous sommes, en 2 mots, je ne vais pas rentrer dans la description de Schneider Electric, mais en gros, nous sommes le spécialiste mondial de la transformation digitale, de la gestion de l'énergie et des automatismes industriels. J'en toucherai 2 mots au travers des expériences, mais globalement, aujourd'hui, grâce à l'innovation, nous accompagnons nos clients en leur proposant des produits toujours plus propres. Je peux prendre un exemple, par exemple, une très belle innovation qui vient d'être mise sur le marché en Nouvelle-Calédonie. Une cellule moyenne tension qui, jusqu'à maintenant, coupait dans un gaz SF6 très polluant, vient d'être remplacé par de l'air. Et donc c'est une vraie révolution qui nous permet aujourd'hui d'aller dans le sens du développement durable. Une autre action aussi très importante, le groupe s'est engagé très tôt dans le digital. Le digital, je pense que je vais en parler beaucoup aujourd'hui, le digital permet en Afrique énormément de choses et va permettre d'accélérer tous les projets de développement durable. Nous, en tout cas, auprès de nos clients, ça nous permet d'apporter des solutions remarquables
Je prends des exemples assez concrets sur un bâtiment, qu'il soit tertiaire ou résidentiel, sans toucher au bâti, avec du digital, avec de la supervision, avec du contrôle, avec de la mesure, on est en capacité de baisser la consommation électrique de 30%. On est en capacité aujourd'hui avec le digital de mettre de l'intelligence artificielle, d'être en capacité d'anticiper des pannes sur des process industriels et permettre là aussi d'optimiser tous les outils de nos clients industriels. Je travaille énormément en Afrique avec toutes les régies d'électricité et le développement du réseau électrique est un sujet majeur, l'extension, mais pas que. Je parlerai tout à l'heure un petit peu de ce qu'on appelle le hors-réseau, le off-grid, qui est un axe de développement très important. En tout cas, voilà, l'innovation est au cœur de l'accompagnement du développement durable auprès de nos clients. Alors, très tôt, Schneider Electric s'est engagé de façon très forte dès 2005 en créant des critères, des index de suivi de nos impacts, en fait, ce que ça s'appelle aujourd'hui SSI, Sustainability Schneider Impact, qui est un index majeur qui est finalement qui rentre dans l'évaluation de l'entreprise à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est-à-dire nos forces en interne sont évaluées avec cet index, mais également sur les marchés financiers. Cet index est au cœur de l'évaluation de l'entreprise. Donc on a une vraie démarche aujourd'hui, on est tout à fait en phase avec les ODD de l'ONU. Bien sûr, on porte la numéro 7, qui est l'accès à l'énergie fiable et abordable. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'impact sur de nombreuses initiatives, que ce soit l'éducation, l'accès à la nourriture et à toutes sortes d'autres initiatives. Alors, Schneider, au sein de ce SSI, a créé 6 initiatives. Je ne vais pas toutes les citer parce que vous les connaissez. En tout cas, sur l'Afrique subsaharienne, nous, on s'est engagé à en supporter 3 majeures. Je vais les citer. La première, c'est finalement donner de la puissance à toutes les générations. Toutes les générations. On a de beaux exemples, je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure. On a de beaux exemples. Accompagner les générations, c'est leur permettre de créer des entreprises, l'entrepreneuriat dans le métier de l'énergie, et principalement de l'énergie verte à travers le solaire. J'y reviendrai tout à l'heure. La deuxième, c'est l'égalité des chances. Et là, on est en capacité de fournir des lampes solaires à des écoles, à des étudiants qui peuvent, à la tombée de la nuit, continuer à travailler et à se préparer pour la journée d'après. J'ai plein d'autres exemples. On a aujourd'hui des camions médicalisés qui circulent dans les arrière-pays et qui sont connectés pour pouvoir faire des téléconsultations. Des choses aussi très importantes que le digital permet. Et puis le troisième point et le dernier, j'en dirai pas plus pour débuter, c'est toute la partie agir pour le climat. Et agir pour le climat, c'est aussi la capacité d'électrifier et remplacer tout ce qu'on appelle gensets, les groupes électrogènes qui sont très polluants, qui finalement en Afrique sont partout. On a un nombre considérable de groupes électrogènes. Aujourd'hui, on est en capacité, avec de la batterie et du solaire, de remplacer, d'électrifier les entrepôts, avoir un impact direct sur la partie alimentaire, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Sachez, et je rejoins sur le chiffre, 800 millions de personnes n'ont pas d'électricité et plus d'1 milliard ont une électricité très instable, de très mauvaise qualité. Voilà, merci. Donc, bonjour à tous, moi c'est Monique Chanhout. J'anime la fonction innovation au sein du groupe Nutri7. Et pour vous parler de nos engagements sociétaux, je vais vous parler de la création de Nutri7. Alors, en 1986, Michel Lescane a créé Nutri7 pour proposer en fait des solutions industrielles à des questions nutritionnelles et humanitaires. Il avait un objectif, c'était nourrir les enfants. Et cet objectif, il s'est transformé en mandat. Un mandat qui se dit apporter des propositions efficaces à tout ce qui est aux problématiques de malnutrition et de nutrition. Et donc notre premier engagement sociétal, c'est d'être utile à la société. Cette utilité, elle se voit sur la mise en œuvre d'offres et de produits qui permettent de répondre à un besoin. On ne va pas aller chercher à créer du besoin,
Moi, je suis responsable d'innovation. Il y a plusieurs façons de faire de l'innovation. Chez Nutri7, on fait de l'innovation. On va aller faire appel à l'intelligence collective pour répondre à un besoin existant. Et ce besoin, c'est tous ces besoins nutritionnels aux populations vulnérables. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres clés, en 2020, le groupe Nutri7 a pu fournir des solutions nutritionnelles à 10 millions de bénéficiaires. Et depuis 2005, 100 millions de bénéficiaires qui ont été pris en charge. Donc ça, c'est notre premier engagement sociétal. On a un deuxième axe de travail qui est la responsabilité tout au long de la chaîne de valeur. Donc bien sûr, on cherche à réduire tout ce qui est externalité négative en revoyant nos procédés de fabrication pour qu'elles soient moins polluantes, en regardant de plus près nos emballages et de les revoir de façon avec un nouvel œil pour qu'elles soient meilleures pour l'environnement. Mais on essaie également en fait, d'augmenter notre impact positif. Par exemple, c'est de travailler sur nos emballages afin qu'ils aient un impact sur le développement cognitif des enfants. C'est aussi travailler sur le développement de la filière agricole, de nos matières premières. Donc ça, c'est le deuxième axe de travail. Et notre troisième axe de travail d'engagement sociétal, c'est la contribution au bien commun et le partage des connaissances. Alors, on a des activités qui peuvent paraître un petit peu décalées par rapport à notre cœur de métier. Par exemple, on a des projets d'études sur des approches sociologiques ou bien anthropologiques. Par exemple, je vais citer une thèse CIFRE qui s'est achevée en 2016 de notre anthropologue Raphaël Héron en collaboration avec la Sorbonne, le professeur Pierre Janin, qui a travaillé en fait sur la satisfaction et la sécurité alimentaire en contexte urbain au Burkina Faso. Et le fait de comprendre en fait, les modèles mentaux, les représentations subjectives nous permettent de mieux comprendre ces populations vulnérables et de partager aussi ces connaissances via de la dissémination dans des panels, par exemple. Donc, si je pouvais résumer notre engagement sociétal au sein du groupe Nutri7, je dirais qu'on a 3 axes de travail. Le premier, c'est tout ce qui est utilité à la société, qui est garanti par notre mandat, à apporter des solutions efficaces aux problèmes de nutrition et de malnutrition. Le deuxième, c'est tout ce qui est responsabilité tout au long de notre chaîne de valeur. Et puis le troisième, la contribution au bien commun et le partage des connaissances. Merci. Hafsat? And you can speak English if you want. That's not an issue. Je veux parler en anglais parce que je suis anglophone, mais je peux parler français plus tard. Nous pouvons échanger, mais pour la présentation, je ne veux pas avoir beaucoup de fautes. C'est pour ça. Pardon. So I'm so honored to be with you today to share about our vision for women in Africa and for the continent of Africa and for the future of our relationship with France and Europe. You know, I know that Europe and Africa, we've had a long history, and I have the honor of working in a company that was founded by a French woman, a serial entrepreneur, Aude Dautoin, which was created simply to support African women and to accompany African women entrepreneurs. And I have in the team of women in Africa a lot of young French people that work with us. They don't earn a lot. One of our interns, I don't know that she earns more than €1,000 a month working in France. And she's still committed and she still works very hard. We have a young man who, when he was 24, moved to Morocco. He's French. He moved to Morocco to support the art scene in Morocco, and he's part of our team. He's the head of partnerships. He spends at least 12 hours on the phone looking for partners for African women. So I know that the relationship between France
and Africa can be one that really supports Africa's growth, because I see it in the work that I do. When we started 5 years ago, Aude created Women in Africa then, 5 years ago, it was just a very small vision. And we were getting applications from Africa to be supported to become entrepreneurs. This year, when we launched our call for applications, we received over 4,000 applications from Africa. Every year, we support one woman in each African country. So we call the program We Are 54. But because we saw the amount of enthusiasm coming from Africa, this year we made a commitment to support 10 women per African country. So we will be supporting 540 women this year in Africa. And we're also supporting young girls in high school in poor neighborhoods to learn how to code. I don't know if you paid attention to the fact that Africa missed the first industrial revolution. We missed the second industrial revolution. We missed the third one. And we could very well miss the fourth. And I just refuse to be alive at a time when we're missing the fourth. So we're so happy to be able to support young girls to go into coding, to help the continent so that we don't miss this next train. And we've launched the program in Senegal, and we've launched in Rwanda. Hopefully this year we will also launch in Nigeria. One of the things that inspires me the most is, you saw that just like a week ago, there was a lot of talk at the UN Women's Generation Equality Forum about commitment for women around the world. And there was a commitment of $40 billion. And what I would like, Per, and all of you in this important summit, what I would like is for us to see this money go to organizations like Women in Africa, or credible organizations that are actually on the ground making a difference. What I am fed up of is the money going to a kind of mafia that control development, and in the end just come to buy chateaus in France or in Switzerland. I love Paris, it's a beautiful city, but with Airbnb you can get a nice place for a week without paying a lot of money. We would like to have the money in Africa because 1.2 billion people need to move out of poverty. If we keep going the way we're going, where we make commitments that never reach the ground in Africa, according to the World Bank, by 2030, 80% of the world's poorest people will be found on the continent of Africa. I reject that vision, and I know that we don't have to have that reality if we can support and actually walk our talk beyond all the noise that we make at important events, beyond President Macron's declarations and statements. We need to see allocation of resources, allocation of legitimacy and authority to people on the ground who are making a difference. So the last thing I want to say is the numbers of people we're impacting on the continent. So when we support women in Africa, the women entrepreneurs, in year 1, they have maybe 3 employees. By year 3, they have 10. Now we've set a vision to support 10,000 women by year 2030. That's creating 100,000 jobs. It's not huge. I mean, the continent is 1.2 billion people, and we have 30% unemployment if we count underemployment. So we know that the need is large, but at least we have one organization committing to help generate 100,000 jobs, and if we can have support, maybe we could even do more. Let's actually put the money with organizations like that, or otherwise we will have the future that we see that Haiti has today after the assassination of a whole president, and with the country ridden with drugs and all of that. That could be the future for a lot of the continent, and it doesn't have to be. We can change it. Thank you. Thank you, Hafsat. Denis? Oui, bonjour. Je suis très impressionné par ce que ma voisine a dit, et donc je vais être beaucoup plus modeste. Ça m'incite à beaucoup de modestie d'avoir entendu tout cela. Et en tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous, et je suis très heureux d'être au sein de ce lieu de débat et de rencontre avec des acteurs qui sont aussi des acteurs de terrain et des opérateurs de terrain, et des opérateurs majeurs de terrain qui agissent à proximité.
Nous-mêmes, alors vous voyez mon joli logo qui est là, c'est le logo arc-en-ciel, à côté de Women in Africa, on était fait pour être mariés. Mon logo, c'est celui de la CPCCAF, c'est la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Alors, ça regroupe toutes les chambres consulaires, c'est-à-dire les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'artisanat, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, du monde africain et francophone, soit dans 32 pays, à peu près 130 de membres, qui agissent ensemble au plus près des entreprises pour les conduire notamment vers une démarche durable. J'allais dire d'ODD, mais durable. Nous sommes très soucieux de la durabilité. Et c'est parce que nous sommes une organisation qui, somme toute, assez ancienne, on date de 1973, et on espère durer au moins aussi longtemps. Et donc on est très soucieux de la durabilité de nos entreprises. Et on est aussi conscient du fait que les entreprises africaines, parce que nous organisons chaque année un baromètre des entreprises africaines, on a 10 000 entreprises africaines qui répondent chaque année. Alors, un peu moins cette année, un peu moins l'année passée, compte tenu des circonstances un peu particulières. Mais on voit dans ce baromètre s'inscrire la notion de responsabilité sociale. Le sociétal s'inscrit dans le monde de l'entreprise, en fait, et y compris dans les entreprises africaines, et y compris les entreprises africaines qui sont des entreprises très modestes, comme je devrais l'être aussi. Nous nous attachons, à travers la SAPCCAF, à mettre en œuvre des actions de coopération pour le développement. Et le développement étant fondé sur le développement pour nous, sur le développement du secteur privé et des entreprises. Nous croyons, notre credo, c'est que le développement économique en Afrique doit être fondé sur le développement du secteur privé et des entreprises. Donc, pour cela, nous agissons à travers des actions de renforcement de capacités, de renforcement de compétences, qui intègrent la formation. Et c'est la formation professionnelle et entrepreneuriale que nous mettons en œuvre. Et nous avons, par exemple, fait récemment, organisé en ligne, parce qu'on n'avait pas le choix autrement, une formation sur le modèle d'affaires, le business plan pour les entrepreneurs, et le business plan qui doit intégrer les objectifs du développement durable. C'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que lorsque nos entrepreneurs vont présenter des plans auprès des institutions financières, que ça corresponde aux critères des institutions financières, mais aussi aux critères des objectifs du développement durable. Donc on leur donne la possibilité d'adhérer à la 4e révolution ou la 5e révolution, je ne sais pas. Et on doit aussi prendre aussi en compte tout ce qui est d'économie circulaire et sociale. Est-ce que tu veux m'interrompre là parce que je pense qu'il y a un deuxième tour de table. On pourra reprendre en effet ce propos un tout petit peu après. Parce que je peux parler pendant 2 heures. Je sais, c'est ça. Je sais que tu peux parler pendant des heures. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Non, mais surtout qu'il y a des personnes beaucoup plus intéressantes que moi. Donc... Et alors, justement, en Zoom, nous avons 3 autres acteurs, 3 autres intervenants, représentants de coalitions, d'acteurs de l'ESS et qui interviennent beaucoup, justement, sur ces sujets, sur ces enjeux, à qui, justement, je vais passer la parole. Il s'agit notamment de Bounakan de Simplon Africa, très actif sur ces sujets, de Pape Samb d'Ashoka Africa, qui fédère les acteurs de l'économie sociale et solidaire et qui porte ces enjeux avec des articulations avec les acteurs économiques en Afrique, et Éric Maville du programme Santé en entreprise, très actif de la même manière aux côtés des entreprises pour aller porter la santé sur le terrain, très clairement, en mobilisant les entreprises. Donc je vais leur demander tout simplement de s'exprimer. Pape, peut-être, si tu veux bien commencer, et tu as le choix de la langue de la même manière. Merci Pierre. Vous m'entendez, Pierre, c'est bon? On vous entend bien. Excellent, merci. Donc, c'est Pape Samb, directeur exécutif de Ashoka Africa, et merci pour l'invitation et ravi d'être parmi vous. En fait, Ashoka, je pense que comme vous le savez, c'est un réseau d'innovateurs internationaux qui travaillent sur le changement systémique. Donc, nous, en fait, on a été créé depuis 1980, juste pour donner un petit contexte. Et on travaille sur le fait que dans chaque communauté,
On pensait qu'il y avait déjà des gens qui travaillaient sur le problème et qu'on devait responsabiliser à trouver une solution par rapport à leur problème. C'est ce qu'on a fait de 1980 jusqu'à 2000. Donc, c'est en 2002 que les choses ont commencé à changer avec nous parce qu'on s'est rendu compte qu'actuellement, avec ce nouveau monde, il y a une nouvelle réalité donc, sur laquelle on doit faire face. C'est-à-dire qu'il y a aussi une grande inégalité qui pose problème du fait qu'il y a des différences de culture, il y a des différences de religion, au niveau aussi des statuts socio-économiques, et que si on devait vraiment faire le développement au niveau international, on ne devait pas laisser les gens en rade, surtout les jeunes et les femmes. Donc, on s'est repositionné en développant une nouvelle mission qui dit que tout le monde doit être acteur de changement parce que la vitesse de création de problèmes est plus rapide que la vitesse de création de solutions. Donc, trouver des entrepreneurs sociaux et les élire comme on faisait, ce qu'on appelle les Ashoka Fellows, ce n'est pas assez parce que nous avons un taux de 1 fellow par 10 millions de personnes. Donc, ça ne peut pas régler le problème. C'est vrai, c'est bien, on doit responsabiliser les gens, mais on doit trouver un moyen pour que chaque personne ait le courage, la responsabilité, la capacité, les ressources de pouvoir créer le changement autour d'eux-mêmes. Et actuellement, on a au niveau international, au niveau mondial, on a presque 4000 fellows et 74% de nos fellows ont réalisé des changements systémiques, ce qu'on appelle des changements législatifs. Ils ont changé des lois, ils ont changé des mentalités. 90% ont vu leur idée répliquée dans d'autres pays ou dans d'autres secteurs et 90% de nos fellows travaillent jusqu'à présent dans leur domaine. Mais ce qui est important pour nous actuellement, c'est ce qu'on appelle le changement. Tout le monde acteur de changement. Parce qu'on s'est dit que, en fait, pour régler ce qui se passe dans ce monde, surtout ce qu'on voit actuellement récemment, ce qu'on a vu au Sénégal en mars, ce qu'on est en train de voir actuellement en Eswatini. Donc, ça pose vraiment la question de l'inégalité, ça pose aussi la question de la création d'emplois pour les jeunes et que nous avons besoin d'entreprises et de compagnies et de leaders qui sont courageux, qui sont innovateurs, mais qui sont aussi progressifs. Et ceci dit qu'on doit vraiment se baser sur un nouveau cadre de collaboration, c'est-à-dire créer des cadres de collaboration, créer ce qu'on appelle un collectif impact, et c'est sur lequel Ashoka travaille. Et dans ce cadre, nous avons 4 piliers. Nous avons ce qu'on appelle l'empathie. En fait, vraiment, on doit se soucier des autres. Nous avons aussi le leadership, soit définir un nouveau leadership qui n'est pas un leadership du sommet à la base, mais plutôt un leadership collaboratif. Nous avons aussi l'entrepreneuriat pour créer de l'impact, mais il y a aussi ce qu'on appelle le change maker skills, c'est-à-dire de pouvoir vraiment changer le status quo et pouvoir aussi comprendre l'urgence de ce qui se passe actuellement. Au niveau de l'Afrique, nous avons un modèle qu'on appelle le modèle africanizer, c'est-à-dire il y a la façon de faire, il y a la façon d'apprendre, il y a la façon d'échanger, mais pour nous, on se dit aussi que ça doit se baser sur les cultures, ce qu'on appelle the way of living, the way of learning, and the way of collaborating. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait en Afrique. Il y a aussi une approche de partenariat stratégique au niveau de Ashoka, ce qu'on appelle les CIE. En fait, avec nos fellows, les fellows qu'on a élus, on travaille aussi avec des partenaires stratégiques, c'est-à-dire des partenaires qui poussent nous aider vraiment à changer les mentalités, mais aussi à nous aider à créer de nouveaux écosystèmes dans lesquels chacun est responsabilisé et chacun est aussi appuyé et renforcé pour pouvoir régler ces problèmes. Et on est ainsi, à travers ça aussi, on anticipe ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire quel est en fait l'avenir, le futur. On ne sait pas encore les jobs qui vont exister dans 15-10 ans, donc c'est à travers les tendances de nos innovateurs, les tendances de nos partenaires qu'on puisse identifier et créer de nouvelles solutions. Donc, c'est ça ce que nous faisons. Nous avons un grand focus aussi sur les jeunes, ce qu'on appelle AYC, Ashoka Change Maker, vraiment pour préparer une pépinière d'innovateurs. N'oublie pas d'en garder un peu pour après. Hein. Garde-en sous le coude pour justement pouvoir continuer lors du second round de questions. Parce que je sais que vous faites beaucoup de choses. Voilà, parce que j'aimerais aussi entendre Eric Maville,
Eric, si tu peux de la même manière, en 3-4 minutes, parler de santé en entreprise, des initiatives que tu portes sur le terrain, en accompagnement notamment des entreprises au service et au bénéfice des populations. The floor is yours, comme dirait notre président. Ok, merci. Merci Pierre-Samuel et bonjour à tous. J'aurais vraiment aimé être avec vous en présentiel. Là, j'arrive ce matin du Cameroun d'une mission de courte durée de Côte d'Ivoire et au Cameroun. Voilà, donc la situation ne me permettait pas d'être en présentiel avec vous. Mais en quelques mots, tout d'abord, je te remercie Pierre-Samuel d'avoir pris cette initiative de sommet que je pense qui était attendu et nous sommes très heureux évidemment d'y contribuer. Alors moi-même je suis Éric Maville, directeur général de Santé en entreprise, qui est une association française qui a 10 ans maintenant, qui a été créée en 2011 par des chefs d'entreprise qui souhaitaient avoir disposer d'un outil pour échanger des expériences, réfléchir à la façon de s'engager dans la santé. Essentiellement, c'était des grands groupes comme Lafarge, Holcim, Orange, Bolloré et bien d'autres. Et Santé en entreprise s'est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises, dans la mise en place de plans d'action, prévention santé en entreprise pour leurs salariés et leurs ayants droit. Et nous avons évolué aussi progressivement vers des actions qui bénéficient aux communautés, aux populations locales, comme notamment des caravanes santé, qui est vraiment l'action phare que nous développons, qui sont véritablement des opérations où les entreprises mutualisent leurs ressources, leurs moyens pour mener des actions de prévention. Nous travaillons sur des maladies, contre des maladies, je veux dire, pour lutter contre des maladies qui sont très prévalentes en Afrique, le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose, les hépatites virales. Nous avons aussi intégré assez vite des maladies non transmissibles qui sont de vrais problèmes de santé publique, comme le diabète, l'hypertension, pour l'essentiel. Alors, je suis également président j'en profite pour le dire, président de la commission santé du CIAN, que vous connaissez, qui a aussi qui est aussi un cadre où nous pouvons réfléchir avec les entreprises et discuter de leur engagement dans la santé. Alors, je vais faire très vite sur la présentation de santé en entreprise. Je voulais surtout vous parler de cette initiative que nous avons lancée en 2019, mars 2019, qui est la plateforme d'engagement des entreprises pour la santé mondiale. Donc, plateforme à laquelle nous avons donné un acronyme anglais, B4GH, pour Business for Global Health. Tout simplement, l'objectif de B4GH, c'est de fédérer des entreprises, des chefs d'entreprise, des fondations, mais surtout des organisations internationales. Donc, c'est une véritable plateforme en fait qui est soutenue à la fois par des organisations internationales comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous avons parmi les soutiens institutionnels le CIAN, l'EBCAM, qui est le réseau européen des CIAN, et le MEDEF international, le LEM, qui est l'industrie du médicament. Quelques partenaires techniques comme l'Université numérique francophone mondiale, mais surtout, cette plateforme, en fait, est soutenue et animée par des entreprises. Nous avons un certain nombre d'entreprises et de fondations, je vais en citer quelques-unes quand même, avec lesquelles nous travaillons, comme Société Générale, Orange, la Fondation Sanofi, Espoir. Et nous faisons en fait 3 choses rapidement. Premier axe, c'est le plaidoyer. La santé est un domaine dans lequel les entreprises souvent ne sont pas représentées dans les grands événements internationaux. Donc, un des objectifs de la plateforme, c'est véritablement faire en sorte qu'on puisse avoir des prises de parole de chefs d'entreprise ou de top managers pour parler de l'engagement dans la santé. Le deuxième axe, c'est de mutualiser des ressources, alors à la fois expertise technique, solutions, argent, pour déployer des actions comme des
caravanes santé aujourd'hui dans 5 pays, Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina Faso, Sénégal et Guinée-Conakry. Et enfin, l'innovation, un axe innovation avec toute la digitalisation d'un certain nombre de supports et de contenus pour faire de la sensibilisation, collecter des données pour mieux rendre compte de ce que font les entreprises du secteur privé dans les pays et mesurer l'impact des actions. Et enfin, je voudrais ajouter un 4e axe qui est celui de la capitalisation. Voilà, nous avons besoin de... Voilà, et après, voilà, un petit mot sur les enjeux. Je sais qu'on va en parler, Pierre Samuel, mais je voulais dire juste une chose sur cette partie des enjeux, si tu m'en permets, ou alors ça veut dire qu'on en parle tout à l'heure? On en parle après? Ouais, ça marche. On a encore Ok, un peu de temps. ok. On s'est étalonné sur le Sénégal, ils ont fait 2h15. Ok. Mais je passe tout de suite la parole à Bouna. Et Bouna, gagnons du temps, ne remercie pas les organisateurs, vas-y straight to the point sur ce que Simplon fait, son ambition, ses ambitions, son programme, ses partenaires, ses articulations. Go. Bonsoir à tous, ça je sais faire, t'inquiète pas. Bonsoir à tous. Simplon, c'est une entreprise sociale française qui propose des formations intensives dans les métiers en tension du numérique à des demandeurs d'emploi, des publics parfois spécifiques, avec un gros focus sur les femmes, sur les publics spécifiques, les personnes en situation de handicap. L'idée vraiment, c'est de faire du numérique un levier d'inclusion sociale, un levier d'inclusion également professionnelle. Depuis 2013, date de notre naissance en France, a montré qu'on a formé plus de 14 000 personnes avec un taux d'insertion de 70% dans le monde, mais depuis 2015, on est installé en Afrique avec la volonté d'apporter notre contribution à l'énorme demande en formation exprimée par les Africains, notamment la jeunesse africaine. Et là, depuis 2015, on a formé plus de 2000 personnes avec un taux d'insertion de 92%. Ça peut paraître contradictoire en Afrique où où l'écosystème économique n'est pas forcément très développé. C'est là où on arrive à placer nos apprenants. Ça montre aussi la proximité qu'on a développée avec les entreprises, avec des gros partenaires avec lesquels on travaille. L'entreprise étant au cœur de ce qu'on fait, conforme pour elle. On travaille avec des entreprises comme Orange, comme la Société Générale, comme AXA, comme la SNCF, mais aussi des entreprises locales, des gouvernements. On accompagne beaucoup les gouvernements dans l'exécution de leurs politiques publiques en matière de formation. Et on accompagne l'entreprise également dans la formation de ses collaborateurs. Voilà à ce stade ce que je peux dire et je garde le reste sous le coude, comme dit Pierre Samuel. Merci, c'est vrai que ça va nous laisser le temps et du coup je vais ramasser un petit peu les questions autour pour cette seconde séquence qui porte plutôt sur le côté un petit peu aspirationnel, dans le sens où il y a toujours quelque chose qui nous émeut, qui nous motive, qui nous mobilise, des inspirations. L'idée est de se dire qu'est-ce qui pour vous, au bout du compte, quelles sont aujourd'hui les initiatives, les bonnes pratiques qui ne sont pas forcément dans votre secteur, sur votre ODD ou dans votre coalition, qui vont un peu vous inspirer, vous donner envie, vous donner presque envie de vous associer également ou de coordonner les efforts pour faire en sorte, par exemple, que une partie de votre initiative puisse s'articuler avec celle de l'autre, et quel pont, quelle passerelle pourriez-vous finalement envisager. Donc c'est vraiment sur l'aspirationnel et presque la volonté du faire ensemble. Je propose de repasser du coup le micro à Marie-Laure. Je te le repiquerai tout de suite après. Et c'est vrai que c'est une question un petit peu très ouverte et qui demanderait en fait un peu de réflexion, mais je sais que Marie-Laure est très réactive. En même temps, là, je lui laisse un tout petit peu de temps. Et puis, je reprendrai le micro après. Merci. Alors, inspirationnel, bon, donc je vais parler d'abord de ce que nos membres font en partie avec nous. Je donnerai l'exemple de, par exemple, l'Université Aix-Marseille, qui a été classée numéro 1 mondial pour la mise en œuvre des ODD sur son campus et à travers toutes ses activités, son enseignement. Donc vraiment la prise en compte des ODD au sens large, pas seulement de l'ODD 6. Donc il y a des exemples comme ça qui sont vraiment extrêmement inspirants.
de vraie prise en compte des ODD dans leur structure. Et bien sûr, après, alors la particularité des membres du Partenariat français pour l'eau, c'est qu'ils sont tous français, mais ils travaillent tous à l'international. Donc, et ils rejoignent le Partenariat français pour l'eau pour essayer d'influencer les grandes orientations politiques, les grandes politiques internationales. Donc, ils sont vraiment très intéressés par tout ce qui est international, et puis ils travaillent tous dans d'autres pays. Donc il y a des exemples comme ça qui sont extrêmement motivants et qui nous réjouissent, et là on se dit qu'on a vraiment peut-être contribué à quelque chose, même si c'est eux qui ont fait une grande partie du job, bien sûr, mais nous, en mobilisant les parties prenantes, en faisant travailler ça c'est l'aspect multi-acteur du PFE, en faisant travailler des acteurs qui sont de types différents, hein, puisqu'il y a des instituts de recherche, des entreprises, des universités, etc. etc. Ils vont apprendre les uns des autres, il va y avoir une émulation. Effectivement, quand il y a Aix-Provence, il y a Aix-Marseille qui est classé numéro 1 mondial, il y a toutes les autres universités, les écoles françaises qui se disent waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'on peut faire nous, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Bien sûr, cet effet d'émulation qui est très intéressant. Puis ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de voir comment ça se traduit pour nos membres qui ont vraiment des partenariats. Donc ça va aussi, les universités à travailler à l'international aussi, bien sûr. Donc comment ça se traduit dans les partenariats qu'ils nouent, dans les projets qui ont lieu. Là, qui me vient à l'esprit, c'est le groupe Suez qui va s'occuper de l'eau et de l'eau potable et de l'assainissement à Dakar. À partir de maintenant, Seno, ils ont noué un partenariat très intéressant avec les universités de Dakar, pas avec des universités, avec des organisations de jeunes. Bref, ils vont former des centaines et des centaines de personnes. Ça, c'est vraiment ce que des entreprises peuvent faire. Il y a vraiment beaucoup à faire en renforcement des capacités. C'est vraiment quelque chose qui doit être fait. Et dans le domaine de l'eau, c'est extrêmement important. Il y a un levier énorme. Et je suis sûre que Women from Africa, in Africa, c'est vraiment quelque chose que vous côtoyez au quotidien. Simplement avec les capacités, pour atteindre les ODD, il y a des leviers incroyables. Voilà, donc sinon ils vont former des centaines de personnes. Mais les grands domaines dans le domaine de l'eau, c'est donc la pollution. En Afrique, il y a des exemples de gouvernance des eaux transfrontalières. L'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, c'est l'organisation qui a la gouvernance la plus intelligente pour les 4 pays du fleuve Sénégal, mais vraiment au monde. C'est une organisation transnationale, ils ont des projets communs, c'est assez extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire. Nous, il y a vraiment 2 choses qu'on espère, parce qu'au niveau mondial, pour atteindre l'objectif de développement durable 6 sur l'eau, rien que celui-là, il faut quadrupler les efforts financiers. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on doit dire. Donc il y a tous les leviers qui découlent de la gouvernance, tous les leviers qui découlent de la RSE, bien sûr, de ce que les entreprises, les acteurs de l'économie peuvent faire. De la gouvernance, les entreprises, elles travaillent dans un cadre réglementé, et il faut que les entreprises, bien sûr, appellent à une gouvernance qui soit plus inclusive, qui soit plus intelligente pour vraiment permettre d'atteindre ces objectifs. L'OCDE a beaucoup travaillé sur la gouvernance, bien sûr, et il y a toute une initiative qui a été créée il y a une petite dizaine d'années, Water Governance Initiative, qui a vraiment édicté ce qu'il fallait faire pour avoir une gouvernance optimale, et ça, on peut vraiment tous s'en inspirer. Et puis, au niveau des financements, je terminerai sur ce point parce que c'est vraiment extrêmement important. Si on veut quadrupler les financements, la finance de l'eau, nous, il y a quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, c'est les financements mixtes, so it's blended finance in English, et c'est tout ce qui peut être complété par comment leverager des fonds publics, par exemple, pour que l'investissement privé soit sécurisé. Je pense que c'est probablement quelque chose que dans les consulats, vous devez beaucoup travailler là-dessus aussi. Il y
y a énormément de choses qui doivent être faites là-dedans, et dans le secteur de l'eau, on en est vraiment au balbutiement. Alors en ce qui me concerne, moi je reprends le mot tout à l'heure qui a été utilisé par mon ami, la durabilité, la pérennité, et je pense que moi, pour pouvoir avoir des initiatives qui durent, il faut qu'on parte du transfert de compétences. En fait, chez Schneider Electric, et mon ambition personnelle, en tout cas pour l'Afrique, j'ai plein d'exemples à donner, mais je vais en choisir quelques-uns, c'est le transfert de compétences. On a, avec Plan International, on a une magnifique, et ça va vous parler, puisqu'on a un magnifique projet d'accompagner 4600 femmes défavorisées, de les former sur le métier de l'énergie propre, de les accompagner, de les former d'ailleurs pas uniquement techniquement, mais les accompagner sur la création d'un business case, sur la gestion d'une entreprise. Et donc ces femmes vont créer des micro-entreprises sur site. Alors ça concerne 3 pays, le Mali, le Niger et le Sénégal. Et c'est un accompagnement fantastique. C'est ce que j'appelle le transfert de compétences. Il faut qu'on rende autonome des filières qui soient capables justement d'amener le développement durable. Alors on le fait pour les populations, mais moi j'aime bien aussi parler de mes clients, parce qu'aujourd'hui, quand vous créez une entreprise, et je vais parler du Sénégal parce que j'ai un cas particulier, quand vous êtes sénégalais et que vous créez une entreprise, c'est très difficile de la faire croître parce qu'il n'y a aucun support. Les sociétés de crédit ne sont pas là pour vous accompagner, il n'y a personne. Moi j'ai pris quelques entreprises comme ça sous mon épaule, pour les accompagner, les monter en compétences. On les certifie chez Schneider Electric, c'est-à-dire c'est des gens qu'on apprend au plus haut niveau toute la technicité pour fabriquer des tableaux, pour être capable d'intégrer des softwares, d'avoir le niveau de compétence. L'objectif, c'est qu'il y ait une autonomie totale pour pouvoir réellement apporter des solutions et qu'on puisse accompagner le mouvement de la filière. Je pense que c'est majeur. On a plein d'autres exemples. Là, au Tchad, on vient de finir une formation exceptionnelle de 84, alors là, il n'y a que 16 femmes, mais on a 84 électriciens qui ont été formés au plus haut niveau. On continue à les accompagner après, on leur donne le matériel, le kit de démarrage, on les accompagne dans la création de l'entreprise. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire. Le transfert de compétences, c'est majeur. C'est la seule façon que ce soit durable et qu'on puisse accompagner le mouvement. Ouais, c'est super. Je vois beaucoup de synergie à la fois avec Women in Africa et la CPC-CAF sur ces dimensions, et même également Simplon sur l'accompagnement et la formation au numérique. Monique. Alors nous, côté aspiration, je pense que pour atteindre les ODD, on ne peut pas le faire seul. Je pense qu'on est vraiment sur... faut rassembler en fait nos forces, qu'on soit entité privée, partie civile ou bien bailleur de fonds. Et on a quelques exemples qui illustrent un petit peu cette approche d'être ensemble pour atteindre ces objectifs, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Le premier, sur la conception de solutions nutritionnelles. On cherche en fait à améliorer la qualité de nos matières premières. Et là, je vais vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, parce que nous avons un stagiaire actuellement en Guinée-Conakry qui surveille en fait et coordonne tout ce projet sur place. Et pour nous, c'était clair qu'il fallait tout de suite travailler avec des acteurs locaux, nationaux, qui était l'Institut de recherche agricole en Guinée, et en fait mettre en commun nos compétences et connaissances avec par exemple des universitaires comme AgroParisTech et puis des partenaires industriels. Donc il y avait nous-mêmes, le groupe Nutri7, mais également notre partenaire industriel sur place, Nutri-Guinée, qui a été monté également, que tu connais, Pierre Samuel, qui a été monté sur un montage partenariat public-privé avec un réel engagement sur la structuration de la filière arachide. Et donc en fait, l'idée c'est d'avoir un impact multiple, non seulement au niveau de répondre à des besoins nutritionnels, mais c'est aussi avoir un impact social par rapport et économique par rapport aux métiers qui peuvent en sortir. Et puis, il y a un deuxième exemple sur la production
de solutions nutritionnelles qui est ressorti d'un projet multi-acteurs également. Donc là, c'est au Soudan. Il y a une ONG qui s'appelle Mujahideen qui nous a contactés pour tout ce qui est solutions nutritionnelles dans les cantines scolaires. Et donc, on a travaillé avec l'université AFAD des femmes. Et puis, on a essayé de trouver des solutions industrielles à ces problématiques. Et on a sorti 4000 cartons. Voilà, donc ça représente environ 60 000 tonnes. Un dernier exemple que j'aimerais vous présenter, il est également situé au Soudan. Donc là, on est sur le développement de la chaîne de valeur. C'est un projet qui implique des agriculteurs de petites et de grandes surfaces dans le Darfour, à l'ouest, sud-ouest du Soudan, qui implique également une usine située à El Dagne, donc tout au sud du Soudan, une usine qui décortique l'arachide, qui la trie et qui la stocke avec une capacité allant jusqu'à 20 000 tonnes de matières premières par an. Et puis, à la fin, on a également une petite usine de toastage de cet arachide qui est située à Khartoum. Et en fait, ce projet multi-acteurs nous a permis de chiffrer un peu notre impact. Donc, on a créé 100 emplois, dont 50% tenus par des femmes. Et puis, c'est également un projet sur tout ce qui est R&D, parce que faut lutter contre des contaminants tels que les aflatoxines sur les arachides, c'est pas évident, et le faire de manière écologique en utilisant la lutte biologique, la compétition biologique. Donc on a obtenu des financements auprès de l'Agence française du développement. C'est un projet qui est également soutenu par l'Institut international de l'agriculture tropicale, l'USAID. Voilà, donc c'est pour citer en fait des exemples où on va au-delà en fait de la réponse à un besoin nutritionnel avec des impacts socio-économiques. Merci Monique. Afsat. So the question you asked, Pierre Samuel, is what inspires you and concrete examples? What inspire you? What good practice you've seen, and what kind of passerelle you can imagine with other actors? Okay, so in terms of what inspires me, I'm inspired by people who act to change history. Yesterday was the anniversary of my father's death, and he was killed we don't know how he died. I mean, he was elected president of Nigeria, and he was put in jail by the army for 4 years. And when they were to release him, a day to his release, they gave us his body. And my mother also, who was fighting on the streets of Lagos for democracy, was gunned down also by the soldiers. And that was, for my father, it was 23 years ago. For my mom, it was 25 years ago. And I'm inspired by them. Because I'm inspired by those kinds of people who acted, and because of their actions, Nigeria, my country, has had now 22 years of uninterrupted democracy in my country, political democracy. I think each generation has a challenge, and for much of Africa today, our countries are democratic. But we have the challenge of economic development. I think, we have the kinds of incredible, important initiatives that all my members of this panel are speaking about. And the fact that we're all trying to do more. We're not trying to do small things. I'm so tired of the small things. A continent of 1.2 billion people, you cannot do small things. You must try to provide opportunity at industrial scale. And I'm so excited by Schneider Electric looking at how to provide clean energy at industrial scale. Because without clean energy, there's no development.
You know, I'm excited by the kinds of projects with water, because without clean water, there's no health. You know, we need to be moving at industrial scale, and that's why I mentioned that Women in Africa is committing to supporting 10,000 women and 10,000 young girls in digital. But beyond us, there are many of the countries in Africa, and then there are institutions like the African Union. And Pierre Samuel, I hope you're already working with the African Union. If you're not, we can put you in contact, because Women in Africa now is a partnership with them. It will be with pleasure, and then the fact is that we try to reach them. No, you will not try, you will succeed. No, you will not, no, we don't try. That's why we have a meeting in October for the next summit. So I give them the meeting, the rendezvous, to be in October with us for the second summit. Yes, so you know, if we're gonna answer the question for Africa for the year 2100, we don't do try, we do it. We do it, and we are going to do it. Together we'll do it, we'll help you do it. And I just think that, I don't know how you feel, but I am so excited to be alive at this time, to be working with people who are not so selfish anymore. If you see my team, you won't believe it. And all the people that we work with, you know, people are giving so much. And we can change the way that the story is told about Africa and about Black people. And we will change it. We're going to show that Black lives matter. We are doing it. So I think the last point I want to make, the African saying, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, you go together. I think that's the key message that we must take away from this conference. It's enough of everybody going alone, doing this, this. No! The kinds of challenges that we have require us to do it together. We must come together. We must support each other. We must, whatever your problems are, in any place I have a contact, let me work to solve that problem. That's why you are on the same panel. Yes. So in order for you to work together. We will create links. That's it. And you know, with the digital tools, with social media today, so we are creating a community, a new community, another community, a global community. Yes. So, and I will give the micro to our friends in Zoom, because they have, two of them have meetings just after, and I want to hear them just before. So I asked to Eric Maville and to Pape to reply to the question, et je peux maintenant reparler en français. Et donc Pape, si tu veux bien nous donner justement ta vision de ce qui t'inspire et ce que tu aurais envie de créer avec les autres comme nouvelle passerelle et comme nouvelle coalition. Merci. Donc, rapidement, pour moi, en fait, je pense que c'est 3 points. Donc, il y a ce qu'on appelle Ashoka Africa Builder. C'est un réseau d'impact leader qui travaille et qui souhaite travailler avec les Ashoka Fellows, c'est-à-dire des innovateurs, pour comprendre leurs innovations, mais aussi pour les répliquer au niveau de leurs organisations, de leurs compagnies. Donc, pour moi, ça, c'est déjà une excellente initiative qui regroupe des chefs d'entreprise, des leaders d'impact, aussi bien les innovateurs d'Ashoka et les Young Changemakers. En fait, le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'Africa System Change Network. En fait, ça aussi, c'est un network, un réseau de leaders qui vise à favoriser un partenariat collaboratif pour le changement systémique, afin de réduire ou de régler, créer, de favoriser la promotion des solutions innovatives et le changement systémique en Afrique. Donc, c'est des managing directors, des CEO qui sont venus ensemble, qui se sont dit que vraiment, on ne peut pas régler le problème de l'Afrique seule, et qu'il y a 3 niveaux vraiment d'intervention dans le développement, qui est les services directs, comme pour les formations, etc. Il y a aussi la réplication des modèles innovants. Il y a aussi le changement systémique et le changement des mentalités, le changement de cadre logique. Donc, on s'est dit qu'il faut regrouper tous ces 4 niveaux pour pouvoir régler le problème, et qu'on a identifié des organisations qui travaillent dans ces 4 niveaux, qui viennent ensemble pour travailler. Et le troisième et dernier, c'est ce qu'on appelle Impact Africa. C'est une initiative qui a été initiée par Ashoka, EcoBank et British Council, et 18 autres partenaires, y compris African Venture Philanthropy, African Union, US Africa Development Foundation, extra, qui se sont donné la main pour dire que, voilà, il y a beaucoup de choses qui se font, mais qui se font en dehors de l'Afrique. Comment pourront-on s'organiser pour pouvoir créer l'innovation au niveau de l'Afrique,
faire du showcasing des innovateurs africains au niveau de l'Afrique, mais inviter aussi les autres du monde à venir en Afrique. Donc, on a cette initiative a 3 composantes. Il y a le sommet annuel qu'on organise chaque année. Donc, la 3e édition serait au Nigeria en janvier. Et il y a 150 innovateurs africains et plus de 150 innovateurs non africains qui viennent partager et apprendre entre eux. Et la 2e composante, c'est une plateforme qu'on appelle African Innovation Marketplace. Donc, c'est une plateforme en ligne mais en physique qui vraiment développe un écosystème et crée un mouvement pour pouvoir donner aux jeunes l'opportunité d'avoir accès au financement moins coûteux avec des taux d'intérêt plus bas, mais aussi de les donner de l'encadrement, du mentorat et aussi les accompagner, mais créer une chaîne de valeur entre les membres de cet écosystème, de cette plateforme. C'est-à-dire qu'au lieu que Ashoka et British Council compitent pour la même audience ou bien le même groupe de jeunes, on collabore pour créer vraiment une chaîne de valeur. Si on forme ces jeunes en tant qu'Ashoka, British Council les accompagne et EcoBank les donne des fonds. Et la 3e composante, c'est en fait ce qu'on appelle le Impact Africa Fund. En fait, c'est un fonds d'investissement qui vraiment vise à combler le gap pour les jeunes africains qui n'arrivent pas à avoir accès au niveau des investisseurs classiques qui, en Afrique, financent entre 500 000 à 1 million et au-dessus, et que ces jeunes ont besoin de 25 000, peut-être 250 000. Donc, nous, on s'occupe sur un deal size de 25 000 à 250 000 pour vraiment combler ce gap de ce qu'on appelle le missing middle. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un de nos collègues qui a dit ça, les jeunes n'arrivent pas à avoir d'accompagnement en Afrique, ils n'arrivent pas à avoir le soutien de leur famille, mais ils ne sont pas éligibles non plus à avoir des financements au niveau des investisseurs classiques. Donc, nous, on est là pour les accompagner. Donc, voilà ces 3 initiatives, Impact Africa, le African System Change Network et Ashoka Africa Builder. Merci. Super, merci. Merci, Pape. Eric, de la même manière. Oui, mais je vais même être un peu plus court hein, parce que je dois vraiment vous quitter dans 5 minutes. Bon, il y a des tas d'initiatives que je pourrais mentionner. J'en retiendrai 2 parce que en réalité, sur les défis qu'il y a à relever et sur je veux dire, les leviers d'accélération sur lesquels les entreprises avec lesquelles nous travaillons peuvent vraiment agir, il y a dans le domaine de la santé 2 sujets. Il y a le sujet du financement, et surtout des financements innovants, et également la stratégie d'action qui soit vraiment connectée aux réalités de terrain. Et tout le monde l'a dit, qu'on s'inscrive véritablement dans des alliances durables, dans des coalitions durables d'acteurs avec gouvernements, bailleurs de fonds, ONG, etc. Donc, sur ces 2 exemples, sur ces 2 axes financement, le premier, c'est l'exemple de la Société Générale qui donc est partie prenante de la plateforme d'engagement B4GH, qui a signé avec le Fonds mondial un partenariat pour, alors que dans le domaine de la santé, hein, le Fonds mondial SIDA, tuberculose et contre le paludisme, la Société Générale n'étant pas la santé n'étant pas son cœur de métier, mobilise ces réseaux pour réfléchir avec le Fonds mondial sur la recherche justement de nouveaux moyens de concevoir des appuis, des financements innovants. Donc ça, c'est clairement pour nous aujourd'hui un sujet important. Aujourd'hui, on a besoin de 30 milliards de dollars par an, enfin d'euros par an. Les budgets des États, ce qu'apporte l'aide internationale ne suffira pas, et on sait que tout ce qui est financement innovant devra faire appel au savoir-faire des entreprises, des banques, des assurances, etc. Donc, sujet, premièrement, enfin, expérience très importante qu'on regarde et qu'il faudra capitaliser. Deuxième exemple, plus connecté au terrain, c'est l'exemple de la fondation Sanofi Espoir, qui a conclu un partenariat avec le ministère de la Santé au Sénégal pour renforcer tout un écosystème de
de santé au niveau d'une région médicale qui est la région de Saint-Louis au Sénégal, avec un focus sur la santé maternelle. Et ça, c'est très important. Alors, nous sommes associés évidemment à ce projet. Concrètement, donc ce projet a été lancé l'année dernière. Il s'agit de mettre en place, donc la Fondation a financé tout un fourgon logistique et les moyens pour mener justement des caravanes. Donc, il y a déjà l'objectif de transférer ces compétences à des acteurs locaux. Il y a une plateforme d'engagement dans la région de Saint-Louis avec laquelle nous travaillons, qui va porter à partir de l'année prochaine l'ensemble de ces caravanes santé. Donc là, on les forme à mettre en place ces opérations. Il y a tout un axe formation, renforcement des compétences des professionnels de santé. Ça, c'est très important. Je pense qu'on a tous mentionné la nécessité justement de travailler sur l'axe formation. Et enfin, la mise en place de tout un réseau qui va donc déployer ces actions avec un objectif qui est de répliquer cette initiative à d'autres régions. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux exemples sur lesquels, malheureusement, je n'aurai pas plus de temps pour répondre aux questions, mais nous avons véritablement des modèles qui peuvent illustrer la façon dont des acteurs responsables, enfin entreprises responsables, et sans oublier des structures d'économie sociale et solidaire, peuvent absolument s'associer dans le domaine de la santé. Très clair. Et je regrette que tu ne sois pas là parce que je voulais absolument que tu rencontres justement Nutri-7, parce que quand tes caravanes santé se déplacent sur le terrain, il ne faudrait pas grand-chose pour y ajouter un certain nombre de kits, d'offres, de produits qui sont… Pierre Samuel, si je peux en dire un mot, nous avons avec Nutri-7 en fait un projet en Côte d'Ivoire sur les caravanes santé, sur tout ce qui est suivi des personnes qui ont besoin d'un accompagnement, soit parce qu'elles sont atteintes de diabète et d'hypertension. Il y a un projet avec Nutri-7 sur tout ce qui est suivi nutritionnel. Voilà, donc cette collaboration, elle se met en place avec le ministère de la Santé, avec les entreprises. Nous sommes partie prenante de ce beau projet aussi. Et je serais intéressé de travailler avec Schneider Electric, puisqu'il a parlé aussi de camions médicalisés. J'ai entendu aussi ce que Marie-Laure Vercamba a dit sur l'eau. Bien sûr, tous ces sujets, on n'y travaille pas encore sur les maladies transmises par l'eau, mais on sait très bien qu'il y a des connexions également à trouver. Et bien sûr avec Denis, sans oublier Denis. Denis Mocker, également à WIA, mais je crois que tu es déjà très engagé aussi de façon sur la question de la place de la femme. Bouna Khan sur le numérique, greffons-nous sur la même caravane, la caravane universelle, avec d'abord l'accès à la santé, ensuite l'eau, l'électricité, l'efficacité énergétique et le numérique. Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'inspire et à quoi souhaiterais-tu aspirer finalement, Bouna, notamment dans une dynamique d'articulation autour de l'ODD, autour du partenariat? Alors, quand on me pose la question très souvent, comment on s'inscrit dans les ODD, moi je considère que par le secteur dans lequel on évolue, on s'inscrit sur l'ensemble des ODD, sur les 17. Parce que tout simplement, on essaie de renforcer l'humain, de donner des compétences et de permettre à des personnes qui, de prime abord, sont souvent défavorisées, de reprendre leur destin en main. Et ce travail-là, on le fait avec les entreprises. Et j'aimerais insister là-dessus, sur la place que doit occuper l'entreprise, puisque finalement, c'est en étant installé sur un territoire que l'entreprise arrive à faire des choses, arrive à contribuer socialement, économiquement et durablement au développement humain. Et ce qu'on on est en train de faire à l'échelle de l'Afrique, c'est qu'on est en train de mettre en place, d'ailleurs on a mis en place une alliance thématique sur la question de la formation et de l'éducation. Cette alliance, on l'a fait porter par Total Energy, qui, avec ses parties prenantes, avec d'autres entreprises, ont choisi de mettre en place cette coalition pour la formation et l'insertion professionnelle
professionnelle des jeunes. Donc, Simplon est là pour accompagner le dispositif. Et très concrètement, ce sont des entreprises qui se réunissent, qui travaillent elles-mêmes sur des référentiels de formation en lien avec leurs besoins, pour ensuite former les jeunes et puis s'engager à les recruter. Parce qu'il faut savoir quand même que le gros défi en Afrique maintenant, c'est plus de former, parce que les gouvernements, les agences d'aide au développement, tout le monde met beaucoup d'argent dans la formation professionnelle, mais une fois qu'on a formé, les jeunes, ils n'ont pas de travail. Donc, c'est l'idée pour nous, pour cette alliance-là, c'est de dire, ben, on forme pas pour former, mais on forme pour que les jeunes ils puissent avoir après un travail et puis justement aspirer à un développement humain durable. L'autre initiative qu'on est en train de mettre en place également, c'est un grand réseau inspiré de ce que le monsieur complètement à droite en plan a dit tout à l'heure sur le réseau des entreprises, comment les accompagner. Je suis désolé, hein, mais je n'ai pas les prénoms. Denis Deschamps, Denis. Sur les réseaux voilà, accompagner un réseau d'entreprises pour aider les entreprises. Parce que l'entreprise, à la base, elle sait très bien gagner de l'argent. Mais ce qu'elle sait moins faire, c'est comment investir une partie pour que voilà, la société se porte mieux. Et l'idée de ce réseau-là, c'est de fédérer des entreprises via leur département RSE, via leur fondation, un grand réseau qu'on animerait à l'échelle même, dans un premier temps, à l'échelle ouest africain. Et puis, on souhaiterait étendre cette initiative-là en mettant à contribution les entreprises avec lesquelles Simplon travaille. Il y en a plein avec lesquelles on travaille, notamment les entreprises françaises du CAC 40 et tout. Et de manière à engager des programmes structurants qui peuvent impacter à la fois une bonne partie de l'Afrique et apporter, contribuer en tout cas à apporter des solutions durables à la question du chômage des jeunes en Afrique. Merci Bouna. Merci à Eric et à Pape qui, je pense, sont sortis du Zoom. Et je les remercie encore une fois d'être venus intervenir et de partager à la fois leur vision, leurs initiatives, leurs aspirations. Je vais très rapidement poser une question de la même manière, une question un petit peu collégiale, une question un petit peu englobante, à laquelle tout le monde justement pourra répondre dans sa vision, dans sa perception. L'objectif étant d'avoir aussi un petit peu la compilation de l'ensemble des attentes, notamment des parties prenantes et des acteurs sur le terrain. C'est une question simple qui clôturera finalement ce panel, sauf à ce que vous souhaitiez aussi apporter, échanger sur un certain nombre de choses et que l'on pourrait continuer un tout petit peu avant la séquence de clôture. Mais on a une question que l'on adresse à tout le monde, qui est tout simplement quelle nouvelle forme de collaboration entre acteurs publics, privés et société civile souhaiteriez-vous voir mis en œuvre pour l'atteinte des ODD? Quelle innovation dans l'articulation des acteurs souhaiteriez-vous voir mis en œuvre? On a un certain nombre d'exemples. Le Forum mondial de l'eau en est un. C'est vraiment la plateforme multipartie prenante que pour moi est la plus globale, la plus complexe, mais aussi la plus inclusive. Mais si vous deviez imaginer une nouvelle collaboration entre les différents acteurs, quelle serait-elle? Et qui veut commencer? Marie-Laure, alors. Le plus facile. Alors, le partenariat français pour l'eau, donc comme son nom l'indique, on travaille sur l'eau douce, voilà. Et s'il y a bien une limite qu'on expérimente régulièrement, c'est le fait d'être dans un silo, in a silo. Et voilà, et c'est vrai que j'ai entendu parler Nutriset, un acteur de l'énergie, des acteurs de la santé, et vraiment une des façons de faire avancer les choses, ce serait qu'on soit moins dans nos silos et qu'on travaille. Et on est vraiment nombreux à être allés on maîtrise bien nos enjeux, on va assez loin, on fait déjà beaucoup de choses par rapport à ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'il y a une chose qui n'est pas assez faite, c'est bien pour le coup, nous, quand on va par exemple au COP climat, on essaye de convaincre tout le monde que le changement climatique, c'est quand même en grande partie se traduit par un changement du cycle hydrologique.
qu'il faut parler plus d'eau, qu'il faut parler beaucoup plus d'adaptation. Mais on ne devrait pas être les seuls à le dire dans le domaine de l'eau. Et on fait de l'énergie avec de l'eau. Pour toutes les activités d'eau, on a besoin d'énergie aussi. On devrait devenir plus des porte-parole les uns des autres. Je pense que c'est vraiment un horizon, c'est un levier assez important qui n'est pas encore optimisé, je pense. Alors moi, c'est une petite réflexion, mais je vais venir à la question après, mais une petite réflexion. Moi, je vois sur le terrain, en fait, deux choses, que ce soit sur l'Inde ou l'Afrique, en fait, ils ont fait l'accès Internet n'est pas passé par la case ordinateur, donc du coup, ils ont un temps d'avance. Aujourd'hui, il y a 800 millions de téléphones en Inde, il y a 800 millions de téléphones mobiles en Afrique, et on s'aperçoit ça donne accès à plein de choses, d'accord, accès à Internet, accès à l'éducation, mais moi, je vois un point particulier, c'est la partie finance. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les transactions financières via le mobile a explosé de 900% l'année dernière, et que surtout, au-delà de ça permet justement d'aller créer des entreprises, d'aller créer des crédits, d'accéder à certaines choses, à l'énergie, à l'eau. On peut pour toute la filière de financement, je pense qu'on peut accéder très rapidement, et le mobile, pour moi, est un point clé dans la construction de ce qu'on va faire dans le futur. Et je pense qu'il faudrait absolument qu'on arrive à créer un triptyque, une triangulaire, et que les États s'approprient le sujet en essayant de coordonner c'est aussi du silo. C'est aussi du silo, la partie électrique, la partie eau, la partie télécom aujourd'hui qui travaille un peu aussi seule de son côté et qui est plutôt bien avancée. Je pense qu'il faut qu'on travaille cette couverture de façon globale et qu'on se parle. Merci. Monique? On va continuer sur casser les silos. Pour nous, je pense qu'il y a le fait d'incorporer la nutrition dans la santé, de ne pas justement se dire la santé, c'est séparé de la nutrition, c'est séparé de l'agriculture. Je pense qu'une approche systémique va nous faire aller plus loin ensemble. La nutrition, elle est importante pour la survie des enfants, ceux qui sont atteints de malnutrition aiguë sévère, c'est vraiment une question de survie. Et puis il y a également tout ce qui est développement cognitif qui passe par la nutrition également. Donc si on a des enfants qui grandissent bien, on a tous les éléments pour avoir un monde qui est bien fait et qui a aussi le potentiel économique de se développer. La nutrition, elle se retrouve également toutes les étapes de la vie. Donc je vous ai parlé des enfants, mais au niveau de l'adolescence, les adolescentes, surtout quand elles sont enceintes, elles ont un besoin nutritionnel qui est encore plus accru. Et puis il y a également, on a parlé tout à l'heure de santé, de maladies transmissibles. La nutrition peut être aussi un support à tout ce qui est traitement contre la malaria, HIV, les personnes atteintes d'autres maladies transmissibles. Et puis, il y a également l'accompagnement nutritionnel des personnes qui sont âgées dans les EHPAD, des personnes qui peuvent souffrir de malnutrition quand elles deviennent plus âgées et qui perdent l'appétit. Donc comment reconcentrer et redonner envie tout ce qui est besoin nutritionnel à ces personnes-là. Il y a un deuxième point aussi dont je voulais vous parler, c'était comment tenir nos engagements, comment garantir ces engagements sociétaux. Nous, on a inscrit le mandat dans un objet social étendu. C'était un travail qui a débuté en 2016 avec la chaire théorie de l'entreprise qui hostait en fait l'école des mines. Ce sont les fondateurs qui ont réfléchi à inscrire le mandat dans l'objet social de l'entreprise. Et puis on s'est engagé auprès du Global Compact. Donc on s'oblige à rédiger, puis se mettre un petit peu à se déshabiller dans un rapport où on répond à des indicateurs avec des chiffres. Donc je pense que là il y a aussi c'est qu'un début, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça nous permet de voir comment on progresse. Afsat?
Thank you for your question. I think that the way in which the private sector, the public sector, and the civil society have to work together is to put at the center what we want to achieve. I remember that when the African countries began to gain their independence around 1960, I'm always talking about history, but history is a great teacher. You know, you would say that these countries are supposed to be independent, but you know, if they were independent, there were babies in being independent. The focus should have been on statecraft, making the states more stronger, able to deliver services. But the focus for the world in which they were in was to be able to continue to extract a lot of resources from the African countries, regardless of who the leaders were. So when you had good leaders who maybe were not so keen to have their country be a site for extraction, the global dynamics was to remove that leader and put a clown, some illiterate, and who would start killing people, oppressing people. So in a way, the people were not put at the center of the consideration. Profit and interest was at the center of the consideration. If we actually want Africa to prosper, we will blink and it will prosper, so long as we put the people at the center of consideration. Yes, profit matters. Yes, interests matter. But should interests and profit trump the rights of people? No. And I hope that in this century, not in this century, because this century has been replete with incredible abuses, but I think at this point in history, I would hope that we all agree that the people of Africa should be should be centered in the needs and in the engagement on the continent. That's number one. And then number two, so mindset needs to change. And mindset needs to reflect our true values or our stated values. And then the number two thing that I would like us to see is to understand that Africa is not Europe and it's not the Western world, nor is it Asia. Africa is unique and different in its own way. Europe has been led by the private sector. Asia has been led by strong states. Africa will be led by strong communities. And we need to be working to empower the communities of Africa to really go into the states, to go into the economies, and make those things African. We cannot have a Western imposition of states and a Western imposition of market and hope it will work for Africa. That kind of grafting hasn't worked in 40 years. Oh no, now it's 60 years. It's not likely going to work. So we should allow for the indigenization of state and markets to make it work for the continent, which means putting the African people at the center of all engagement about the continent. I hope this is, I've been clear. Thank you. Denis, et tu as même 1 minute de plus puisque je t'ai zappé sur la dernière question. Je vais d'abord répondre à la question qu'on ne m'a finalement pas posée et dire que... c'est pour ça, tu as 1 minute de plus. Pour moi, je ne suis pas quelqu'un de très inspiré, mais s'il y a quelqu'un de quelque chose d'inspirant pour moi, c'est le discours de ma voisine en fait. C'est grâce à des discours comme ça que les choses avancent. Et puis aussi parce qu'il y a des gens aussi qui suivent ce qui se fait d'après les discours. Deuxième chose, pour répondre à la deuxième question que j'ai déjà oubliée, mais j'ai ma réponse en tout cas, moi je crois beaucoup à la durabilité. Je crois à deux choses. Je crois à la légitimité. On est légitime quand on fait quelque chose, et quand on dit ce qu'on fait, et qu'on fait ce qu'on dit. Et la deuxième chose que je crois, c'est la durabilité. La durabilité, et on l'a découvert récemment dans le cadre d'un programme que nous mettons en œuvre, un programme européen qu'on met en œuvre en ce moment. C'est un programme européen qui vise à lutter contre la migration irrégulière en favorisant le développement d'activités dans les pays d'origine, de source, les pays sources de la migration. Donc, un gros programme très lourd et très compliqué, mais qui, pof, le Covid est arrivé. Bon, c'était l'horreur. Et ça a été l'horreur pendant 1 an et demi. Et on a dû faire prendre preuve de deux choses. C'est d'être totalement adaptable. Donc on a complètement changé le modèle, etc. En essayant d'expliquer aux Européens que, la communauté européenne, que ça se passait quand même un peu différemment sur le terrain que dans les bureaux à Bruxelles.
Et puis aussi cette nécessité de travailler ensemble. Together, il faut pas aller plus loin. Et ben c'est un peu ça, et c'est un peu ça vers ce vers quoi on arrive. Et en plus, on a vu nos objectifs dans le cadre de ce programme qui évoluent. Là, l'histoire de la migration, finalement, tout le monde a oublié, même si ça reste en arrière-plan. Mais des questions essentielles qui surgissent et qui nous font espérer un deuxième programme qui s'appelle Archipelago, Archipelago 2, et ben c'est le fait que on s'intéresse beaucoup à l'inclusion des jeunes, l'autonomisation économique des femmes, la transition écologique et numérique, le renforcement des chaînes des valeurs, tous ces genres de choses que vous faites tous, mais qui sont les fondamentaux en fait du développement africain. En dehors des questions politiques que je préfère ne pas aborder, mais ma voisine le fait très très bien. Et je la félicite. Prenez exemple sur ma voisine, elle est très inspirante. Bravo. Merci Denis, tu as le droit de garder le micro, ou en tout cas de le poser délicatement. Et merci justement de te tourner vers Absat, qui en effet est très inspirante et qui a la liberté de ton que aussi les anglo-saxons ou l'Afrique anglophone a dans cette dimension aspirationnelle et qui fait que voilà, ils disent les choses. Court, je vais faire circonscrit cette fois-ci, concis. Et passer tout de suite la parole à Bouna, qui est notre dernier intervenant Zoom, pour Simplon sur son aspiration, qu'est-ce qui l'inspire et vers quoi il aspire. Merci Pierre-Samuel. Oui, je voulais rajouter une dernière aspiration, toujours fondée sur notre expérience de travail, ce qu'on fait sur le terrain, c'est toujours aussi lié à l'engagement sociétal de l'entreprise, à comment elle peut vraiment contribuer au développement humain. Alors, l'aspiration porte sur le rapprochement de l'engagement sociétal de l'entreprise au plus près du territoire. Je m'explique. Les entreprises, elles s'installent sur les territoires, elles essaient de faire des choses quand elles ont des projets, quand elles ont des outils de production, elles essaient aussi d'embarquer les populations, les communautés, comme elle disait Madame tout à l'heure. Oui, l'Afrique, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est spécifique. Et l'Afrique est portée par ses communautés, parfois même plus que par ses États, osons le dire. Et par contre, ce qu'on voit sur le terrain, c'est une difficulté de dialogue entre les entreprises et ces communautés-là, ces communautés étant représentées par les collectivités territoriales. Moi, mon aspiration, c'est de voir les pouvoirs publics renforcer les collectivités territoriales de manière à leur permettre de pouvoir dialoguer avec les entreprises, de pouvoir exprimer des besoins parce qu'elles sont là pour les communautés et de ne pas tout simplement travailler en mode un peu superficiel et donc ça refroidit les entreprises et on se met à faire des politiques RSE fondées sur des dons qui sont parfois hors sol. Et je me dis que si les collectivités territoriales en Afrique sont renforcées en termes de formation, il faut qu'ils puissent être en capacité de dialoguer avec les entreprises, d'exprimer des besoins et d'entamer de franches collaborations. Je pense que les communautés qui sont justement au grassroots, elles pourraient en bénéficier.